Bonsoir, bonsoir à vous tous. On est là pour la continuité du cours de comptabilité nationale. Nous sommes en train de présenter ce qu'on entend par quatrième séance au niveau du cours de comptabilité nationale. Les séances qu'on a déjà effectuées, on a déjà expliqué ce qu'on entend par comptabilité nationale, et expliqué l'objectif de la comptabilité nationale, expliquer également les différents agrégats au niveau de comptabilité nationale. On a établi pour vous relations existantes, équilibre entre offre globale et demande globale. C'est une première équation qu'on a vue. Et également, on a parlé des composantes de cet équilibre-là qu'on appelle que offre globale et demande globale. Les composantes de offre globale. On a parlé de PIB, qui c'est produit intérieur brut, plus importation, et c'est importation moins subvention, c'est important. On en parle de importation nette, et ça vous donne, c'est ce qu'on entend, offre globale. Offre globale veut dire que c'est quantité de biens et services qui sont disponibles sur le marché national. Quantité de biens et services disponibles sur le marché national dépend de quoi? De biens et services produits par l'entreprise, plus biens et services importés généralement dans le pays. Ça veut dire que biens et services fabriqués ou bien produits par les entreprises basées en Haïti font partie de quoi? De produits intérieurs bruts. Et on a parlé que le produit intérieur brut, c'est segment des valeurs ajoutées. Et valeurs ajoutées, c'est valeurs ajoutées dans les secteurs primaires, valeurs ajoutées dans les secteurs secondaires, valeurs ajoutées dans le secteur tertiaire. La sigma de ces valeurs ajoutées vous donne le PIB comme par produit intérieur brut. Et on a parlé des composantes du secteur primaire, on a parlé également des composantes du secteur secondaire et on a parlé également des composantes du secteur tertiaire qui composent généralement, c'est ce qu'on entend par PIB, produit intérieur brut. Et on a parlé également de l'importation. Maintenant, à ce niveau-là, il faut tenir compte de quoi? Au niveau de l'économie haïtienne, eh bien, on peut utiliser ces agrégats. Et ces agrégats de façon générale, de façon générale, on peut utiliser ces agrégats. Aujourd'hui, nous allons établir l'équation, bien l'équilibre complète entre offre globale et demande globale suivant l'économie haïtienne. Puisqu'il s'agit de la comptabilité nationale, il nous faut s'intéresser d'abord aux agrégats utilisés dans le domaine de la comptabilité nationale. Maintenant, il y a un document qu'on appelle que comptabilité nationale, les comptes nationaux. C'est-à-dire, il faut être habitué aux comptes nationaux. Maintenant, je vais vous envoyer par un fichier ce document. C'est un document, comme année de base de référence, c'était en 2012. On a utilisé ces éléments-là. Maintenant, il faut examiner ce document parce que il faut faire des comparaisons entre les agrégats utilisés dans ce cours par rapport aux agrégats utilisés au niveau de la comptabilité nationale qu'on appelle comptabilité nationale d'Haïti. Pas de problème. Je vous promets que je vais vous envoyer un document qu'on appelle comptes nationaux qui énumère ensemble des comptes utilisés au niveau de la comptabilité nationale, au niveau des agrégats utilisés pour la comptabilité nationale. Maintenant, de façon générale, il nous faut noter certaines informations. Il nous faut noter maintenant, c'est offre globale égale à demande globale. À demande globale. OK? Offre globale est égale à demande globale. Quelles sont les composantes de offre globale? Eh bien, les composantes de offre globale, c'est PIB, c'est produit intérieur brut. OK? Plus quoi? Plus importation. Importation. Et généralement, c'est importation nette. Pourquoi? Parce que l'importation peut être nettoyée. À partir de quoi? À partir des subventions faites par l'État. Ça veut dire que c'est importation nette de subventions.
de subvention. Et quelle est l'importance de subvention? Ça veut dire que on sait de produits dont Haïti pas fait. Mais nous dépendons de produits ça. Mais si l'État t'a disposé pour la taxer importation de produits ça va passer, coût de production va plus élevé. Et plus coût de production va élevé, va créer plus pauvreté, coût de la vie va plus augmenter. Parce que nous avons besoin de fonctionner. L'État, pendant la fait importation, maintenant, il compte faire subvention. Mais là, il fait subvention, il diminue le montant d'importation. Par exemple, il a de fonds d'importation qui a coûté 1 milliard de gouttes. Pourtant, l'État lui-même, il injecté dans 1 milliard de gouttes là, eh bien, près de 200 millions, dans 300 millions de gouttes. Mais 300 millions de gouttes ça, il épongé, il exonéré importation ça, peut-être, de taxes, de tarifs douaniers. Tout ça, c'est pour faciliter bien et services ça disponible comme offre globale, puisque nous pas faire. Parce que même PIB nous, mais importation nous pas faire, nous pas gagner, et nous avons besoin. Bon, c'est quelques produits qui sont extrêmement importants dans le niveau que ça a dit là. Par exemple, pour les produits de base au niveau de laboratoire pharmaceutique. Au niveau de laboratoire pharmaceutique. Ça veut dire, même dans les laboratoires qui fait médicaments en Haïti, les matières premières, eh bien, pour acheter des éléments chimiques, des corps chimiques, nous va gagner, nous va préparer, nous va un laboratoire qui concevoir. Et bien, pour genre de produits, ça, par exemple, produits, les intrants au niveau pour l'hôpital, par exemple. Bon, d'accord, nous pas gagner. Vous comprenez, c'est une côté qui fait coton, c'est une côté qui fait, ça nous est, et pareil pour faire pansement, est-ce que nous faisons, matériel, il y a besoin pour servir l'hôpital. Est-ce que nous faisons tensiomètre, est-ce que nous faisons glycomètre, ok? Ça, c'est autant de matériel dont nous avons besoin dans le secteur santé. Après, seulement, ils ont savoir, mais presque dans chaque secteur, dans chaque situation, dans l'importation, il faut l'État allonger même. Si l'État allonger même, quoi très élevé, situation économique plus difficile. Eh bien, dans le cas ça, nous dit offre globale là, il y a le PIB. Et quelles sont les composantes du PIB? Les composantes du PIB, nous sommes les trois là, ça c'est secteur primaire, ça c'est secteur secondaire, ça c'est secteur tertiaire. OK? Et ça fait que dire l'économie haïtienne est en train de tertiariser. Ça veut dire. Eh bien, j'aime de qu'on récite des leçons longtemps. Je dis Haïti est un pays essentiellement agricole. Eh bien, leçon ça fait qu'à toujours qu'un si et seulement si c'était dans le secteur primaire là, t'es bail PIB haïtien plus j'arrête en économie. Et suivant tout dernier calcul, c'est secteur tertiaire là, qui est services et transport, services financiers, banquiers, mais c'est yo qui bail plus l'argent dans le PIB actuellement là. Ça veut dire que Haïti est un pays qui est en train de tertiariser, c'est-à-dire c'est secteur tertiaire là qui est plus pourcentage dans composante PIB. Maintenant, en deuxième lieu, nous venons secteur primaire là, et puis en troisième lieu, nous venons secteur qu'on appelle secteur industriel. Bien des pays, premier secteur qui bat l'économie, c'est secteur industriel. OK? Après ça, on va venir secteur de production, hein? Et puis, on va venir secteur tertiaire là, juste en troisième. Bien des pays, c'est secteur primaire là, toujours number one. Après ça, en deuxième, on va venir secteur secondaire là. Et puis, après ça, on va venir secteur tertiaire là. Mais là, on dit pays les plus industrialisés, c'est sur l'industrie, bien secteur secondaire, il y a qui va plus composant. C'est-à-dire là, moi, je veux une valeur ajoutée du secteur primaire, plus valeur ajoutée du secteur secondaire, plus valeur ajoutée du secteur tertiaire. Et ça vient de un sigma de qui ça, de valeur ajoutée qui prend égal avec qui ça, à PIB. OK? Là, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de problème pour ça. Et puis, c'est ça, nous, les offres globales. Et comme nous avons fait un exercice pratique de la situation, et bien, qui sont faits, c'est entrer pour entrer dans le marché. Par exemple, entrer directement dans le marché échelon. Et puis, on va observer tout produit qui gagne sur le marché. Eh bien, soit souligner, et nous avons souligné tout ça qui fait la caille. Mango, on dit, eh bien, production nationale, secteur primaire. Est-ce que nous ça? OK? Nous dit, par exemple, cassave. Ça nous va dire ça. Nous va dire, eh bien, c'est production nationale, secteur secondaire. Parce que cassave là, c'est industrialisation. C'est manioc là qui est transformé, eh bien, en cassave.
Voilà, ouais, eh bien, produit ça, il fait partie de PIB. Et bon, par exemple, dans le secteur financier, côté que nous prêtons mon comme, dans le secteur transport, par exemple, on paye un transport pour faire transport des marchandises. Ça, c'est le secteur tertiaire. OK? L'argent paye camionnette, l'on besoin de transport là, eh c'est le secteur tertiaire. OK? Intérêt au pays, l'on a prêté comme là dans la caisse populaire là, il signifie secteur tertiaire. Voilà. Eh bien, ça, c'est élément. Et puis, on a souligné quelques produits, par exemple. Eh bien, on nous prend un exemple, et une cuvette aluminium que nous avons. On dit non. Ça y est. Ça, c'est importation. Parce que nous avons une industrie qui transforme l'aluminium là en Haïti. On dit ça, c'est importation. Mais c'est comme ça, vous faites une liste produits, de catégories de produits, vous dites, mais offre globale là. Offre globale là, c'est tout bien et services dont le pays a rien qui est disponible sur le territoire là. Eh bien, pour produits et services qui sont disponibles là, sur le territoire là, c'est soit c'est lui-même qui produit ou bien il fait importation. C'est clair pour la première partie qu'on appelle offre globale. Maintenant, au niveau de demande globale. Demande globale, premier élément nous gagnons dans la demande globale là, nous parlons de consommation globale. Consommation globale. Consommation globale. OK? À côté de consommation globale, on a ce qu'on entend par encore investissement. Investissement, c'est ça, nous les formation brute du capital. OK? Plus, on a la variation de stock, on a parlé de ça, et plus exportation. C'est ça, ce sont les composantes de quoi? Eh bien, de demande globale. Dans la demande globale, nous avons la consommation globale, nous avons investissement, nous avons variation de stock, et puis nous avons exportation. Nous avons déjà expliqué ça déjà. Maintenant, quelles sont les composantes pour l'économie haïtienne, la consommation globale? Eh bien, pour la consommation globale, il y a toute consommation dedans. Eh bien, parmi là, nous avons la consommation des ménages. Là-dedans, nous avons consommation des ménages. Consommation des ménages. Ouais, nous avons consommation des ménages. Plus, en dans consommation globale là, nous avons la consommation publique. La consommation publique là, ça nous les dépenses publiques. Ouais, dépenses publiques. Elle dit dépenses de l'État. Ouais, dépenses de l'État. OK, dépenses de l'État, consommation publique. OK, en dans de consommation globale là, tout, nous gagnons la consommation de quoi? Des ONG. Eh bien, en Haïti, suivant structure là, eh bien, dans l'économie nationale, non, eh bien, nous avons les institutions ça ISB, c'est institution sans but lucratif au service du ménage. C'est ISBSM. Voilà, ISBSM. OK, c'est ça, oui. C'est institution sans but lucratif, il y a elle là-dedans. Ouais, sans but lucratif au service des ménages. OK. Maintenant, c'est comme ça économie remplacer la consommation des ONG. Ce sont des institutions, ils ont même qui achètent des biens et services pour faire des services dans place gouvernement. Et ça fait des organisations non gouvernementales qui viennent des subventions, qui viennent aide, et puis même qui a produit des résultats. Comment nous dit ça? Nous dit ça institution sans but lucratif, ça veut dire pas mon ne pas chercher faire bénéfice, sans but lucratif, ouais, sans but lucratif, bien au service des ménages. Ça veut dire qu'il bat la population au service, mais pas gouvernement, l'ONG, et bien agrégat utilisé pour l'économie haïtienne, l'égal avec ça, eh bien, il va nous exactement, c'est institution sans but lucratif à là. OK, maintenant, ça, c'est pour consommation globale. C'est-à-dire, dans consommation globale, ça nous dit, eh bien, foyer économique a consommé, l'État a consommé, parce que l'État, il a besoin des services, il a besoin des biens, lui-même, il va pas produire, peut-être, c'est dans des entreprises privées ou ailleurs, soit il fait importation, eh bien, lui-même, pour être capable de consommer produit ça.
OK? Et ça, nous relais ça que les consommations publiques. C'est-à-dire l'État servit avec des choses. Donc, par exemple, l'État a besoin de bureau, mais il va fabriquer bureau. L'État a besoin de papier, il va fabriquer papier. L'État a besoin de machine, mais il va fabriquer machine. Mais tout ça, tout dépense ça, l'État a besoin des biens et services, et bien c'est pour capable répondre, ça fait partie de consommation globale. Et puis, ONG, comme institution, eh bien, il est représenté par un agrégat là, et les institutions sans but lucratif au service des ménages, mais il ça ISBLSM, ça c'est notion de base qui a. Maintenant, compte ça, nous allons joindre dans le document que nous pouvons mettre, qui est, et ça veut dire les comptes nationaux d'Haïti. Maintenant, c'est une dernière étude qui était faite en 2012 par IHSI, qui c'est Institut Statistique au niveau Haïti, et bien qui était préparé, donner ça, pour nous préparer. Ça fait qu'en Haïti, là, nous avons plus de difficultés pour nous parler de comptabilité nationale. Pour quelle raison? C'est parce que les données des agrégats économiques, PIB, consommation intermédiaire, etc., eh bien, institutions n'ont pas bail information à temps. Et ou même lorsqu'on formule, on va pas estimer, on va pas en penser. C'est qu'on dit qu'il faut une source qui vous permettre que vous preniez un chiffre là, sous ça, vous fait calculer sur des bases économiques qui respectées, et bien, vous-même, vous allez prendre sous ça, à partir de sous ça, les sont capables d'établir un équilibre entre offre globale et demande globale. Voilà, c'est extrêmement important. Ça fait que la notion pour la question des agrégats économiques, faut que vous ayez des institutions, eh bien, comme IHSI qui l'a, lui, Institut haïtien au niveau des statistiques, pour collecter toute information, ça, toute donnée, ça, et puis nous-mêmes, en tant qu'économistes, c'est ça, on a servi avec eux pour nous faire des analyses et puis faire des projections, etc. sur données. Voilà, ça, c'est pour la consommation globale. Maintenant, investissement, nous avons toujours dit ça. Maintenant, investissement fait partie de une forme de consommation, mais son bagage qui met dehors pour exploiter, pour bailler résultat. Par exemple, investissement, ça qui dans forme de ça, eh bien, plus sembler avec des éléments d'amortissement. C'est-à-dire des matériels qu'on consomme, mais pas consommer en termes de valeur, mais on consomme en termes de coût. C'est-à-dire pour nous capables de fonctionner. Et de parler de ça, nous avons une variation de stock qui est capable de gagner, pour ça, un droit positif, pour ça, un droit négatif. Et puis, nous gagnons ça que les exportation. Et puis, eh bien, nous venons gagner, voici, c'est ce qu'on entend par l'offre globale, c'est PIB plus importation nette de subventions. Et puis, on a également demande globale, qui c'est la consommation globale, plus investissement, plus variation du stock et exploitation. Ouais, autant d'éléments que possible. Maintenant, on va illustrer cette partie-là par un petit exercice nous permettre de faire quoi? D'établir l'équilibre entre offre globale et demande globale. On va faire un petit exercice, on va présenter un petit exercice à ce niveau pour voir dans quelle mesure on a bien saisir toutes ces informations. Maintenant, il faut stopper la vidéo pour copier les informations. Et ce système étant important pour vous d'établir l'équilibre existant entre offre globale et demande globale. Maintenant, au niveau des données statistiques, on veut recueillir une certaine information. Bien, pour certaines informations, on a secteur, exemple, secteur tertiaire. Le secteur tertiaire, il permet que nous fassions peut-être 50 millions, voilà, 50 millions de gouttes pour activité économique là. Maintenant, entreprise là, nous avons une exportation pour période là, exportation pour période là qui est égale à 20 millions ça veut dire que Haïti, il y a possibilité de faire exportation de 20 millions de gouttes, par exemple. Maintenant, on a cette question de la consommation des ménages. On a les ménages.
eh bien, ménageux, beaucoup de par eux, arriver, consommer, et c'est ce qu'on entend par, eh bien, 100 millions de gouttes. Ouais, ça c'est tous les ménages, 100 millions de gouttes. OK? Maintenant, les dépenses publiques, eh bien, c'est estimé à combien? À 250 millions de gouttes. Ça, c'est en termes de l'État. OK? Maintenant, 250 millions de gouttes. Vous voyez que on a d'autres exemples encore. Maintenant, on peut parler également de importation. Importation. Pays importé pour 80 millions de gouttes. Et dans 80 millions de gouttes, ça, pour nous, ça va où l'importation. Pour nous, nous prenons exemple par secteur. Nous prenons exemple secteur. Quel secteur? Nous parlons de secteur primaire. Hein? Eh bien, secteur primaire, il portait dans l'économie 120 millions de gouttes. OK? Voilà, ça, c'est certaines données que, eh bien, nous joignons, nous recueillir et qui permettent que nous capables de faire, c'est ce qu'on entend par une valeur pour déterminer. Et puis, pendant cette période, on a, c'est ce qu'on entend par une variation de stock. Une variation de stock. OK? On a une variation de stock. Une variation de stock estimée combien? À 10 millions. Bon, on va dire 5 millions. Hein? Une variation de stock à 5 millions. OK? Maintenant, nous avons une consommation globale. Une consommation globale. Eh bien, dans la consommation globale, eh bien, consommation globale estimée à combien? Généralement, consommation globale estimée à 300 millions de gouttes. Bon, 300 millions de gouttes, c'est trop faible. OK. Et ça va à 400. OK, à 400 millions de gouttes. OK? Ça, bon, c'est ce qu'on entend par consommation globale. Maintenant, qui ça demande nous? Premièrement, il demande nous des informations. Suivant tableau, c'est déterminer les éléments manquants. Déterminer les éléments manquants. Déterminer les éléments manquants. OK? Déterminer les éléments manquants. Afin d'établir l'équilibre offre globale égale à demande globale. OK, offre globale est égale à demande globale. Ouais, c'est une situation. Eh bien, on a recensé certaines informations. Quelles informations on a recensées? Des informations concernant le secteur tertiaire, exploitation 20 millions, ménage 100 millions de production, dépenses publiques 250 millions, importation, on a 80 millions, et puis secteur primaire, il produit 120 millions, variation de stock, c'est 5 millions, et on a consommation globale égale à 400 millions. On vous demande de faire quoi? Déterminer les éléments bancaires afin d'établir l'équilibre offre globale égale à demande globale. Maintenant, il faut nous chercher à identifier, et ça qui est plus important pour nous,
pour nous faire un calcul comme ça, c'est poser équation d'équilibre là. Eh bien, pour un moyen de solution, on a ensemble, pour nous identifier les éléments manquants et puis nous voir quel type de formule nous allons utiliser pour nous jouer l'élément manquant ça. Premièrement, on note, on dit offre globale égale à quoi? À demande globale. À demande globale. Maintenant, à partir de offre globale et demande globale, quels sont les composants de l'offre globale? Eh bien, pour composants de l'offre globale, on a c'est PIB plus quoi? Plus importation. Plus importation. OK? Plus importation. C'est PIB plus importation. OK? Plus importation. Et qui importation nous dit? C'est importation nette. Ouais, plus importation nette. Et puis, arrivé là, pour demande globale là, on a la consommation globale, on a investissement, on a variation de stock, et puis on a exportation. Voilà. C'est ça nous besoin comme information. Maintenant, qui données que nous gagnons, à partir de données, on nous remplace valeur, on nous gagne consommation globale qui est égale à combien? À 400 millions. OK. Deuxièmement, nous gagnons consommation globale qui est égale, nous gagnons variation de stock qui est égale à combien? À 5 millions. OK. Et plus, nous gagnons exportation qui est égale à combien? Exportation qui est égale à combien? Parce que nous avons exportation égale à 20 millions. Voilà. OK. À 20 millions, 400 millions, 20 millions. OK. Maintenant, nous avons importation qui est égale à combien? À 20 millions. OK. Et puis, on vous demande de déterminer les éléments manquants. PIB, c'est secteur tertiaire plus secteur secondaire, divinement qui est secteur primaire là. C'est nouveau cas, PIB. Et puis, investissement, c'est-à-dire que, eh bien, là, OK, faut nous joindre en façon pour nous déterminer, et c'est ce qu'on entend par l'investissement. OK, maintenant, comme élément, quand nous là ensemble, OK, il faut noter. Maintenant, pour cette valeur-là, on a un PIB, eh bien, faut qu'il y ait un élément équation qui est combiné. Eh bien, il faut ajouter aux données l'investissement. OK? Il faut ajouter aux données l'investissement est égal à combien? À 125 000. OK? L'investissement égal à 125 millions. Voilà. L'investissement égal à 125 millions. Il faut ajouter dans l'exercice, on dit que, eh bien, investissement égal à 125 millions. OK. Maintenant, on a l'ensemble des formations là. Nous avons une consommation globale 400 millions, investissement égal à 125 millions, variation de stock égal à 5 millions, et puis exportation égale à 20 millions. Ça, exactement, nous, tout élément de qui ça? De demande globale. Eh bien, demande globale, égale à combien? Eh bien, 400 plus 125, ça vous donne combien? 525. 525 plus 5. Ça vous donne 530. 530 plus 20, ça vous donne 550 millions. 550 millions. Alors, 550 millions, c'est pour la demande globale. Ça, c'est le premier élément manquant que nous joignons là, dans la donnée. Maintenant, à partir de l'élément service sur une compte importation, eh bien, nous sommes capables de joindre PIB. Eh bien, PIB égale, la bombe qui ça,
c'est demande globale là, moins qui ça, moins importation nette. Moins importation nette. Moins importation nette. OK? Et m'gain importation nette là qui égale à 20 millions. Eh bien, m'va dire PIB égal, c'est demande globale là qui combien? 550 millions moins 20 millions. OK. Et ça vous donne PIB égal à combien? 530 millions. Voilà. Ça, c'est le deuxième élément que nous venons. Quelles sont les composantes de PIB? Il y a 3 secteurs là-dedans. Il y a un secteur tertiaire, il y a un secteur primaire. Eh bien, PIB, eh bien, nous venons PIB égal à qui ça? Il y a un secteur primaire, plus secteur secondaire, plus secteur tertiaire. Eh bien, quel est le montant du PIB? C'est 530. Quel est le montant du secteur primaire? Non païen. C'est ça? On a rien là, nous avons un secteur primaire égal à combien? 120 millions. OK? Secteur secondaire inconnu. Et puis, secteur tertiaire, combien il y a? 50 millions. Voilà. Là, on va faire les calculs pour trouver le secteur. Et bien, on a dit 120 plus 50, ça vous donne 170. Et 170, cap sorti dans combien? Dans 520. Pour le Valbanon, pour secteur, eh bien, secteur secondaire. Ouais, secteur secondaire. Eh bien, là, nous faisons différence, ça va nous. Eh bien, normalement, si nous retirons 120 dans 530, après, c'est 410. C'est ça? Ouais, 120 dans 530, après, c'est 410. Dans 410 là, nous retirons 50. Eh bien, 50 dans 410, eh bien, ma vérité, 360. 360. Voilà. C'est 360 millions de gouttes comme secteur. Quand on a l'impression 3 secteurs, eh bien, dans l'économie, ça, qui secteur lié? Ils sont là pour le secteur industriel là, qui est plus élevé parce qu'il fait 360 millions dans la composante PIB, et secteur qui vient après lui, c'est secteur primaire, il fait 120 millions, et secteur qui est en dernier, c'est secteur tertiaire. Ça veut dire ça, c'est une économie à priorité industrielle parce que secteur secondaire là, lui-même, il y a plus éléments là-dedans. Voilà, pour établir l'équilibre, maintenant c'est facile d'établir l'équilibre. Pour établir l'équilibre, eh bien, on place valeur à 530 ici, comme est connu, on met 530 plus, là, ça vous donne 550. Eh bien, offre globale égale à combien? À 550, qui est tout égal à demande globale. Elle dit déterminer élément manqué, et puis pour capable d'établir l'équation offre globale égale à demande globale. Maintenant, il y a l'autre information que nous avons besoin. Et si on a posé une question, quelle est la consommation ou bien quelles sont les dépenses publiques? Dépenses publiques. Ouais, dépenses publiques, comme un élément qui manquait dans le tableau. Dépenses publiques. Ça veut dire comme l'État lui-même, lui dépenser dans la consommation globale là. Eh bien, on va poser formule. À quoi égale consommation globale? Eh bien, consommation globale, il est égal avec qui ça? C'est consommation ménage là, plus consommation publique là, plus consommation des ONG. Ouais, ONG. Eh bien, ok, bon, nous, pour les dépenses publiques là, eh bien, vous avez commandé nous pour nous joindre dépenses des ONG. Eh bien, dans la comptabilité nationale haïtienne, dépenses originaires, comment on relève? On relève I, c'est institution sans but lucratif au service des ménages. Ça nous relève ISBLSM. Non. Eh bien, on a demandé quel est le montant, eh bien, dépensé par les ONG ou bien par les institutions sans but lucratif. Eh bien, nous avons consommation globale là. Combien de consommation globale là liée dans le domaine là? C'est 400. Eh bien, m'a dit que consommation globale là égale à 400, égale avec consommation des ménages. Consommation des ménages, c'est combien lié? C'est 100. Plus consommation publique là, c'est combien lié? C'est 250.
plus qui s'appelle nous pas de joindre ISBLMSM. Voilà, et c'est lui-même qui va le bailler pour dépenses qui fait pour les ONG dans l'économie. Et bien, on va dire c'est ISBLSM égale, et bien, 100 plus 250, ça va être 350. 350 sorti dans 400, ça va être combien? 50 millions de gouttes utilisées par les ONG dans l'économie nationale. Voilà, là, c'est un exemple que nous allons prendre ça à partir des données pour respecter. Ça veut dire qu'il faut chercher des informations. Et c'est à partir des informations ça, pour chercher établir équilibre entre offre globale et demande globale. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est un exemple typique de la réalité des opérations économiques pour transformer, c'est ce qu'on entend, la comptabilité économique en Haïti. Ouais, c'est extrêmement important. On se sert avec des agrégats utilisés suivant dans les comptes nationaux établis en 2012 par l'IHSI en Haïti. Voilà, c'est assez d'éléments d'information qu'on est là, et bien pour vous permettre de mieux préparer, c'est ce qu'on entend par l'offre globale égale à demande globale. Ça, c'est clair pour vous, parce qu'on a tout expliqué, tous les éléments composants, et bien et tous les aspects au niveau de offre globale et demande globale au niveau de la comptabilité nationale. Dès le premier cours, ou bien dès la première séance, on a parlé de l'équilibre. Par exemple, dans la comptabilité générale, on a parlé de l'équilibre actif égal à passif plus capitaux propres. C'est l'équilibre de l'équation comptable pour la comptabilité générale. Mais l'équilibre pour l'équation économique au niveau de la comptabilité nationale, c'est offre globale égale à demande globale. On a exprimé pour vous, c'est ce qu'on entend par l'ensemble des éléments composant l'offre globale et également l'ensemble des éléments et puis pour demande globale. OK. Maintenant, on va continuer, on va aborder une autre partie dans ce cours-là. Eh bien, il faut terminer avec l'équation d'équilibre. Il faut noter ces informations et copier dans vos cahiers. Et également, on va aborder maintenant, c'est ce qu'on entend par, c'est ce qu'on entend par exemple, déflateur. C'est déflateur au niveau monétaire. Et on va déterminer c'est ce qu'on entend par également le taux d'inflation implicite également. Eh bien, dans ce cas, il faut faire la démarcation entre ce qu'on entend par PIB nominal et PIB réel. Ben, on va établir. Et dans cette partie-là, on va établir ce qu'on entend par le taux de croissance. On a tant parlé au niveau du taux de croissance. Le taux de croissance est calculé suivant le PIB réel. Maintenant, il y a un taux de croissance apparent. Un taux de croissance apparent, c'est un taux calculé avec le PIB nominal. Et n'oublions pas, avec le PIB nominal, il y a ce qu'on entend par le gonflement. En d'autres termes, ça veut dire que une sorte de quoi? Eh bien, de remplissement de l'inflation par rapport avec monnaie courante de l'année en cours qu'on est en train d'étudier. Voilà, on va faire pour vous et tous ces éléments-là. Comment déterminer ce qu'on entend par le taux de l'inflation implicite, comment déterminer déflateur, etc. Différence existée entre PIB réel et PIB nominal. Et également, c'est ce qu'on entend par le produit per capita. Au moins 5 éléments clés qu'on va voir dans la suite de ce cours pour cette séance-là. Ok, on va essuyer pour continuer avec la démarche. OK. Eh bien, on va illustrer par des petits exemples pour déterminer différences existantes entre quoi? Entre PIB
entre PIB réel et PIB nominal. Entre le PIB réel et PIB nominal par rapport au résultat. Ok, prenons exemple que c'est ce qu'on entend par PIB nominal. Eh bien, on dit que le PIB nominal présente la production avec ok, avec quoi? Avec la monnaie courante. Et c'est ce qu'on entend par PIB nominal. Pourtant, de l'autre côté, le PIB réel présente la production réelle. La production réelle, ok, la production réelle avec un prix qu'on appelle un prix constant. C'est-à-dire que au niveau de la production réelle, nous voulons c'est la quantité. Ça veut dire, puisqu'il s'agissait de ce qu'on entend par PIB réel, eh bien, s'il y a une augmentation de production, automatiquement, il y a une augmentation de PIB nominal. Même si le prix a été constant, mais puisque la BIN gagne sa clé, il y a une augmentation de quantité quand même. On va illustrer pour vous pour mieux comprendre. Prenons un exemple, on est dans l'année 2010. On est dans l'année 2010. Eh bien, pour certains articles, on prend par exemple café. Eh bien, pour l'année 2010, nous produisons 10 tonnes. Pour l'année 2011, nous produisons 12 tonnes. Et pour l'année 2012, eh bien, nous produisons 11 tonnes. Et puis, nous prenons l'année 2013. Eh bien, nous produisons 12 tonnes encore. Voilà. Ça, c'est une situation. Là, année de base, là, c'est 2010, c'est l'année où nous commençons. Maintenant, si on a parlé de PIB réel en termes de production avec un prix constant, eh bien, PIB réel là, dans la production, n'a pas, par exemple, on a dit PIB réel. PIB réel. Eh bien, dans le moment que nous te produit 10 tonnes, eh bien, 10 tonnes, tu as vendu $100 dans le marché. Tonne par $100 par tonne. Ok, ça veut dire que il baille pour $100 par tonne. Ok, $100 par tonne comme prix unitaire. $100 par tonne, mais c'est $100 par 10, ça baille combien? $1000 comme PIB réel. Eh bien, même si nous produisons 12 tonnes, nous avons toujours senti premier prix $100 par unité, ça, nous avons toujours considéré. Eh bien, là, ça nous dit, c'est toujours $100 là, et ça nous relève le prix constant quand il s'agit de PIB. Et puis, constant, ça, c'est prix, nous prenons comme année de base qui a fait comparaison. Année de base, ça fait que, là, on a préparé une équation pour équilibre offre globale et la demande globale. Il faut que année qui signifie comme une année de référence. Et année de référence, ça servi pour moi année de base, donc à contrôler toute projection financière. Et comme si nous avons dit statique, supposons toute bagaille est égale au commencement. Eh bien, qui ça va le passer? N'a toujours gagné le prix constant puisqu'il s'agit de PIB réel. Eh bien, nous l'ensemble,
eh bien, avec PIB réel là, nous là, ensemble, eh bien, il produit 12 unités, c'est facile, n'a besoin que, eh bien, mais combien comme ça baille. OK? On nous fait le plus bien là, c'était $100 à multiplier par 10 tonnes, ça te baille exactement $1000 comme PIB. Maintenant, dans cet exemple qu'on a, nous avons ce qui ça lié, nous avons toujours $100, ça veut dire nous dit prix n'a pas changé, mais c'est quantité qui a augmenté. Eh bien, ça veut dire nous produisons plus. Et puis nous produisons en termes de quantité, automatiquement il y a croissance. Même si le prix a baissé. Ah oui, même si le prix a baissé. Mais comme nous avons servi avec prix constant, eh bien, pour nous-mêmes, ça toujours signifie croissance pour nous. Eh bien, là, toujours $100, 25 par-ci, par 12, eh bien, il va même combien? $1200. Là, on va faire comparaison entre deux PIB ça, qui c'est PIB réel, là, nous l'ensemble, entre deux PIB ça, eh bien, qui sont nous calculés? Eh bien, réellement, il y a croissance. Ouais, réellement, il y a croissance. OK? Il y a croissance. OK? Par rapport à quoi? Par rapport à l'année dernière. Et puis, et nous arrivons là, on y a, on a continué toujours. Comme c'est PIB réel, eh bien, on a toujours égal à $100, à multiplier par quantité de produits en 2012, qui c'est 11. Qu'est-ce que ça passe? Ça donne combien? $1100. Là, qui sont constatés? Puisque c'est PIB réel, du fait que production diminue, quantité comme là, en valeur pour PIB réel, là, peut diminuer automatiquement. Parce que le prix de PIB réel, il restait constant. Il y a une faible variation entre productivité et l'emba produit. Là, vraiment vrai, mais maintenant 12 tonnes, nous tombons dans 11 tonnes, on baisse de production. Et bien, si on baisse de production, on baisse au niveau de coût. OK. Eh bien, écoute, là, nous tournons en 2013. 2013, le prix reste constant puisqu'il s'agit de PIB réel. À multiplier par combien? Eh bien, généralement par 12. Ça vous donne combien? $1200. Si nous disons que nous fait, il y a un taux de croissance réel. Eh bien, si nous faisons un taux de croissance réel, eh bien, nous faisons un taux de croissance réel en fonction de quoi? Nous, ensemble, nous faisons taux de croissance réel en fonction de quoi nous allons faire taux de croissance réel là? Eh bien, nous allons faire avec l'année de base là, qui c'est l'année 2010 là. Eh bien, nous allons comparer 2011 avec 2010, nous allons comparer 2012 avec 2010, nous allons comparer 2013 à 2010. Qui s'en a vraiment marqué? Eh bien, par rapport de 2011, 2012, 2010, a toujours eu un accroissement. Ça fait ça, quantité de produits dans l'année est supérieure par rapport avec quantité de produits dans l'année de base là. Et c'est là que par exemple ça crée le taux de croissance réel de la productivité ou bien de la consommation. Pour dire là, taux de croissance réel, comment on va le faire pour nous venir? Eh bien, taux de croissance réel, avec qui ça? Nous disons c'est PIB réel, ouais, PIB réel de l'année 1, moins PIB réel de qui ça? De année de base, nous mettons AB sur quoi? Sur PIB réel, encore, de qui année? De année de base là. Là, encore, nous disons c'est PIB réel là, ok? De année de base là. Comprenez ça? Et puis, le tout à multiplier par 100. Et ça, le taux de croissance réel. Par là, nous servit avec année de base là. Ouais, nous servit avec année de base là. C'est lui bien nous sacré le taux de croissance réel. C'est le taux de croissance ça qui est vraiment taux de croissance de l'entreprise. Ouais, les autres de l'entreprise du pays en fonction de la production. Eh bien, si nous prenons le même exemple, ça, là, si nous disons taux de croissance réelle, pour qui année? Pour l'année 2011, eh bien, pour l'année 2011, là, égal avec qui ça? C'est PIB réel de l'année 2011, eh bien, PIB réel de l'année 2011, c'est combien de? C'est 1200, eh bien, je mets 1200, moins qui ça? PIB de l'année réelle pour année de base. Année de base, c'est année 2010, là. Année dérivée. Et combien de 1000?
Le tout sur PIB réel de l'année de base là, qui c'est 1000. Le tout à multiplier par 100. Eh bien, un taux de croissance réelle pour l'année 2011 là, égale 1200 moins 1000, ça va être 2000. 200 et ça. Et puis 200 sur 1000. Et puis à multiplier par 100. Eh bien, l'on fait ça. Pap. Pap. Et bon, 200 sur 10, ça vous donne un taux de croissance de combien? De 20%. Voilà. Elle, c'est 20%. Quand il y a, puisque c'est PIB réel, on doit faire le tout par rapport à la productivité, à la quantité produite, avec cette quantité de richesse qui produit par le taux de croissance. Ça me dit, taux de croissance réelle en 2011, avec qui ça? C'est production de qui ça? De 2011, moins qui ça? Moins production de 2010 sur la production de 2010, le tout à multiplier par 100. Parce qu'il s'agit de PIB réel, c'est déterminer le taux de croissance réelle de la production. Alors, de production, de la création de richesses et de biens. Ça veut dire que, il y a une augmentation, il y a un taux de croissance de richesses, il dépend des quantités de biens et services qu'ils produisent. Et les ça, dans PIB réel. Voilà, ensemble, eh bien, taux de croissance là, année 2011 égale, on aura PD11, combien de produits en 2011? 12 tonnes. Moins, combien de tonnes de produits en 2010? 10 tonnes. Combien et qui était produit en 2010 toujours? 10 tonnes à multiplier par 100. Qui ça nous marque? Taux de croissance réelle en 2011 égale 12 moins 10, ça va être 2 sur 10 à multiplier par 100. Eh bien, ça fait là, simplifie la part, il égale à 20%. Votre gens lié là. Là, la richesse du pays, eh bien, il augmenté de 20%. Ça veut dire, sous chaque unité produite de l'année dernière, il y a 20 unités additionnelles pour montrer. Là, nous avons un taux de croissance réelle de la production en termes de PIB du pays. Ça fait que nous dit PIB réel là, il présente la production réelle avec un prix constant. Eh bien, si le prix est constant, il présente des productions réelles, laissez moi calculer le taux de croissance réel. Est-ce que c'est clair pour vous? On a bien compris, c'est ce qu'on entend par PIB réel. Voilà. PIB réel, là, ça veut dire, nous tenons compte si on croissance de PIB réel, ou après augmenter. Année, ça, on te fait 10 000 tonnes de riz, l'autre année, on fait 15 000 tonnes de riz. Eh bien, accroissement, pas une blague là-dedans. Qui est prix à te monter, qui est prix à te diminuer, signifie accroissement, parce qu'il y a une augmentation de biens et de services additionnels. Ça veut dire création de richesse. Et c'est ça, nous, un taux de croissance réel au niveau de macroéconomie ou au niveau de comptabilité nationale. Kounya, nous faisons comprendre ça que le PIB réel. Kounya, nous allons comprendre l'autre notion qui est le PIB nominal. Le PIB nominal. Et un PIB nominal, nous allons essayer d'identifier qui ça qui est un PIB nominal. Eh bien, pour PIB nominal, nous sommes en année 2010. Eh bien, on a parlé de PIB nominal. PIB nominal. Nous sommes en année 2010. Eh bien, si nous sommes en année 2010, nous n'avons pas année de référence. Ça veut dire que prix là qui servit comme prix par unité pour PIB réel là, eh bien, il est tout représenté comme prix qui existait sous marché avec monnaie courante. Et c'est ça nous dit là. Le PIB nominal présente la production avec la monnaie courante. Eh bien, monnaie courante, on veut dire qui ça? Eh bien, c'est quantité comme qui te vend produit ça, dans le moment où tu as produit, dans le moment où tu as fait là, dans l'année où tu as fait là, eh bien, c'est ça que nous relève comme on produit là. Mais combien la bien là? Nous là ensemble, nous avons gagné $100 toujours, à multiplier par 10 tonnes, eh bien, ça va en total $1000.
comme PIB nominal. Parce que c'est année de base. Là, nous avons une petite notion. Qui est notion nous avons là? Année de base là, PIB réel là égale à PIB nominal. On a ça, on t'y note ça, on t'y note. Nota bene. Ouais, nota bene. N'a pas été là pour nous, hein? Nota bene. Faut comme ça, hein? OK? Eh bien, pour l'année de base, qui ça nous dit? PIB réel, lui égal à PIB nominal. Ouais. Nota bene, PIB réel, lui égal à PIB, eh bien, nominal. Égal à nominal, eh bien, en termes de coût. OK? En termes de coût. OK? Et puis, quantité tout. Et même mal. Et ça veut dire. Nota bene. Et c'est ça, nous allons là. Là, on va faire comparaison PIB nominal par rapport à PIB réel pour l'année 2010 qui constitue comme année de base. Eh bien, c'est même prix produit à coûter sous marché. Ça avait l'auto-contrôlé production de base qui est égal à 10 000. Pourtant, nous avons marché dont l'inflation a fait l'âge. Ça veut dire. Même produit ça qui vend $100, eh bien, dans l'année 2012, c'est ça nous relève, il pas vendre $100 encore. Il vend $120. Eh bien, ça me dit la kounya, me dit c'est $120 et ça nous relève la monnaie courante, hein? Monnaie courante. Pour l'année 2011, elle va dire $100 encore. Là, qui s'allie, c'est la monnaie courante, c'est monnaie de l'année en cours. Ouais, c'est ça veut dire, monnaie courante, c'est monnaie de l'année en cours. Eh bien, année 2011, là, produit, il est passé à $120, mais nous avons toujours produit 12 tonnes. Eh bien, 120 par 12 tonnes, ça vaut $1,440. Ouais, $1,440. Est-ce que nous augmentons en quantité? Nous pas augmenter en quantité. Qui ça a changé seulement? Prix marché a changé. Et si ça nous relève l'inflation, c'est la hausse généralisée des prix. Ça n'a pas augmenté la production. Mais ouais, en termes de coût, si je dis PIB réel pour l'année, elle va 1200, mais si je parle pour PIB en cours là, pour PIB nominal là, eh bien, il va 1440 parce que le marché a dit bagaille. OK? Nous parlons des gars. On va continuer toujours. Nous tombons en 2012. En 2012, prix a sorti de 120, il est passé à combien? À 150. Inflation, avait dit qu'il y a $30 qui montaient sous prix par rapport avec l'année dernière. Il y a prix de l'année à $150. Multiplié comme ça par 11. Eh bien, là, on fait 150 multiplié par 11. Eh bien, on fait calcul là. 150 multiplié par 11 fois 0,51, 0,51, ça va 0,561, ça va $1,650. $1,650. Est-ce que nous avons qui gros danger, qui a une question dans le PIB nominal là? Eh bien sûr, bien vous nous tous d'accord à l'heure. L'année sortie de 2011 à 2012, au lieu de nous faire accroissement, c'est régression que nous fait. Parce que nous avons produit 12 tonnes, eh bien, nous produisons 11 tonnes en 2012. Nous, le PIB réel a montré des croissances. Côté le DI, il était $1,200 en 2011, eh bien, en 2012, il était $1,100. Tout le monde constate ça, puisqu'il s'agit de PIB réel. Pourtant, au niveau de PIB nominal, regardez-vous nous, en 2011, il était $1,440. Pendant ce temps, il a produit 12 tonnes. Qu'on y a en réalité, qui ça vient passer qu'on y a? Eh bien, il vient produire 11 tonnes en 2001. Pourtant, valeur de PIB nominal là, il passé à combien? À $1,650. Il produit moins. Pourtant, valeur nominale là augmenté. Ça cause ça. À cause du gonflement de l'inflation. Ça passe là, prix a été combien? À $120 en 2012, prix a sorti de $120, il passé à $150, et bien, il va augmenter valeur nominale là.
eh bien, c'est ça qui fait le passer de $1,650. Mais quand il y a, si tu as pris comme ça, vous avez dit, ah bon, au niveau de PIB nominal, si nous allons faire calcul, même déterminer taux de croissance, c'est comme si nous avons dit, mais saute dans 1000 en 2010, nous passons dans 1144, 140 en 2011, et nous passons dans 1600, nous sentons la montée. C'est ça, nous relèvons un croissance apparent. Son croissance apparente. Mais croissance apparente, ça, quand elle gonfle, il y a un taux d'inflation implicite en bas, qui a monté valeur. Parce que, en termes de production, va gagner vrai. Pas gagner. En termes de production, va gagner vrai. On va dire, production diminue, tandis que valeur nominale. Est-ce que nous avons une différence entre ces deux expressions-là, leur parler de PIB réel et PIB nominal? OK? Eh bien, les arrivés en 2012, qui s'est passé là? Eh bien, prix, ils font chuter. Ils font chuter. Ils passaient à $140. OK? Multiplié par qui quantité? Par 12. Eh bien, on a $140 par 12. On nous fait calcul là ensemble. Vous voyez? On a dit que c'est 140 à multiplier par 12. 2 fois 0, 0, 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2, et puis 0, 4, 1. Ça va être combien? 0, 8, 2, 4, 6, ça vous donne 1, ça vous donne combien? $1,680. $1,680. Voilà. Bon, est-ce que nous comprenons clair la situation? Et ça nous fait là pour en démarcation pour expliquer ça qui est PIB réel ou bien PIB nominal. Voilà. Et c'est ça nous relève PIB réel et PIB nominal. PIB réel et PIB nominal. Ça veut dire que PIB nominal, il présente la production avec la monnaie courante. Monnaie courante pour année. Ça veut dire, si le prix produit a augmenté, eh bien, la multiplier par quantité, valeur nominale au PIB a vraiment élevé parce que le prix a augmenté pour année en cours. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une augmentation de production réelle qui fait. Ça veut dire qu'on a une croissance. Ça veut dire qu'on a un PIB nominal qui est monté pourtant en déquation. Ouais, ça veut dire en régression. Et c'est ça nous devons comprendre. Et lui-même qui est clair dans l'esprit, et lorsqu'on va expliquer ça, qui est vraiment important. Mais Kounia, nous finissons de déterminer, et là, soit calculer croissance, ça va passer, une croissance apparente, maintenant, 1440 sur 1000. Ah oui, une croissance. Mais comme c'est PIB nominal, nous dit l'apparent, on a le questionner. Comment on va le faire questionner, Kounia? On va le questionner, qui quantité qui fait vraiment, pour me dire, ah, ok, PIB nominal a bien raison pour l'augmenter. Première raison, parce qu'il y a un accroissement de quantité. OK? Ça veut dire, il a augmenté quand il prend 2 fois. Mais c'est même bagarre là. Mais 440 ans, il y a 2 aspects qui font l'augmenter. C'est vrai, nous sommes dans 10, dans 12 tonnes. Augmentation. Ouais, il doit augmenter. Mais la deuxième raison qui fait l'augmenter, nous sommes sortis dans qui prix? Dans le prix $10, dans le prix $100, nous tombons à $120. Ça veut dire que vient gagner une inflation quand bas là, cap manger, qui vient faire que il vient bon un taux de croissance qui parle très élevé. Mais on faut calculer le taux de croissance là pour nous. On nous calculer pour nous. On allait avec PIB apparent, nous dit ça, taux de croissance apparente, nous va dire réel. Là-bas moi c'est qui ça lié? C'est un taux son PIB et nominal de l'année T, ok? Maintenant, même j'ai avec exemple, ou bien, pour un nominal de l'année 1, moins PIB nominal de l'année 0, ça nous est l'année 0, c'est l'année de base nous prend, et puis sur PIB nominal de l'année 0. Le tout à multiplier par 100. Eh bien, nous avons un taux de croissance apparente qui est là. Eh bien, PIB année N, c'est combien de là? C'est 1440. 1440 moins PIB nominal de l'année 1, c'est combien de c'est qui ça lié? Eh bien, c'est 1000. Ça vous donne 1000. Eh bien, le tout sur combien? Sur 1000 à multiplier par combien? À multiplier par 100. Eh bien,
taux de croissance apparente égale, nous partis ensemble, nous avons dit, c'est 1440, nous avons 440. Le taux sur combien? Sous 1000 à multiplier par 100. Et bien, qui sont marqués là? 100, 100. Même 440 sous 10, et bien, égal à combien? À 44%. Ouais, vous causez, il bon 44%. Et pourtant, c'est vrai, l'un des gars de taux de croissance réel là, combien de jeunes idées, taux de croissance réel là, il 20% parce qu'il était servi avec PIB réel, qui était chita sous vraiment accroissement réel. Et bien, puisque le chita sous PIB réel, qui était sous accroissement réel, et bien, logiquement, nous avons un taux de croissance, mais quand nous avons 44%, sur 44% apparent. Eh bien, avec taux de 44% apparent ça, nous avons une situation difficile, parce qu'il y a deux éléments qui ont dans 44% ça. Un, il y a un taux de croissance réel dans 44%, hein? Plus qui ça, taux d'inflation qui gonfle les prix, qui faut elle paraître là. Et ça fait nous un taux de croissance apparent. Avec des taux de croissance apparent, il faut chercher de cortiquer plusieurs éléments là-dedans. Et c'est là, nous venons avec le son, côté nous allons calculer déflateur du PIB. Déflateur de PIB, comme si m'a dit, m'a dégonflé PIB. C'est moi ça, m'a dégonflé, m'a nettoyé de éléments qui la donnent. Et puis nous allons déterminer ce qu'on entend par déflateur du PIB. Comment nous allons faire pour nous déterminer déflateur du PIB? Et même jour, nous allons faire calcul là, taux de croissance là avec là, nous voyons ça, entre ça avec ça, nous allons voir là, nous allons un taux de croissance qui va augmenter là, mais pourtant, en termes de valeur, en termes de productivité, ouais, va y avoir de croissance, mais c'est prix accidentellement gonflé que fait prix, il vient arriver là encore. Et là encore, c'est vrai qu'on augmentation du bagage, mais nous allons rapprocher 11 ans. Eh bien, est-ce que je le rapproche, on a un taux de croissance apparente, ça m'a maintenant, est-ce que c'est vraiment taux de croissance qui sortit dans 11, qui dans 12 comme valeur d'augmentation qui vient par rapport avec là. Voilà, c'est un petit calcul que nous faisons, et puis, nous faisons bien comprendre nos notions. Et là, nous faisons calcul comme ça pour nous comprendre nos notions, et puis nous prenons en mesure pour nous capables de répondre avec un ensemble de questions. Mais il y a la notion de déflateur. La notion de déflateur, et comment nous allons gérer la question de déflateur là. Eh bien, la formule permettant de calculer déflateur, eh bien, on va servir avec la notion et comment dirais-je, avec la notion de formule qui dit que déflateur est égal avec qui ça? C'est PIB nominal sous PIB réel à multiplier par 100. Et cela va le faire pour chaque année. Et c'est ça nous relève déflateur là. Eh bien, on peut par exemple, déflateur pour 2010. Déflateur, nous l'ensemble? Déflateur pour 2010. La bonne c'est qui ça? C'est PIB nominal de 2010 là. OK? Sur qui ça? Sur PIB réel, nous l'ensemble, pour qui ça? Pour 2010 là, et cela à multiplier par 100. Eh bien, PIB nominal pour 2010 là, comment elle est bon nous? 1000. C'était prix 2010 là, $100 par unité. Ça ne change pas. Et c'est le même année de base là. Eh bien, ça va le bon nous? 1000. Quel est le PIB réel pour l'année 2010 là encore? C'est même bria. C'est 100. Là, nous encore 1000 à multiplier par combien? Par 100. Eh bien, l'égal à qui ça? Déflateur de 2010 est égal à 100. Et l'un de nos déflateurs qui est égal à 100, il fait me sentir tout égal avec l'année de base là. Pas d'augmentation, pas d'ajustement, pas de variation. Parce que ma comparaison l'année avec même tête encore. OK? Est-ce que c'est clair? Là, ça c'est pour déflation 2010. Qui ça nous va le démarquer, nous allons essayer de calculer déflateur pour qui ça? Pour 2011. OK? On a fait une après l'autre. Déflateur pour 2011. OK? Nous encourageons nous. Nous sommes capables de stopper pour nous prendre taux de croissance pour examiner là pour nous. Copier dans cahier nous. Et nous avons toujours quitté données pour nous expliquer nous l'autre bail. Nous sommes expliquer ça que les taux de croissance.
et qui vraiment, qui est nous taux de croissance réel, un taux de croissance réel, eh bien, c'est un taux de croissance qui fait avec PIB réel. Tandis que, un taux de croissance apparent, eh bien, son taux de croissance est calculé avec PIB nominal. Et nous te fait la différence pour vous, un PIB nominal et PIB réel. OK? Et différentiel est vraiment clair. Nous mettons nos phrases très simples pour vous. PIB nominal, là, représente la production avec la monnaie courante. Pourtant, PIB réel, là, représente la production réelle avec un prix constant. Le prix constant, ça veut dire, c'est le prix qui est déterminé à la base pour année. Ouais, c'est vraiment important de dire ça au prix constant, quelle que soit la production, on connaît sous fait croissance, avec sous pas fait croissance. Nous commençons dans déflation. Quelle est la formule de déflation? Eh bien, déflation est égale à qui ça? C'est PIB nominal de l'année sous PIB réel de l'année à multiplier par 100. On est là. Eh bien, on va continuer. Ici, on est ici. On laisse les données là, ok? Ok, ensemble. Ok. Kounia n'a dit déflation Kounia pour 2011. Et si on fait déflation pour 2011, on a cherché PIB nominal 2011. Eh bien, PIB nominal pour 2011, c'est combien lié? Eh bien, c'est 14 000 et 1440. 1440. Le tout sur PIB réel de 2011, c'est combien lié? 1200. C'est 1200. À multiplier par quoi? À multiplier par quoi? À multiplier par 100. Eh bien, ça va nous combien? OK? On nous fait calculer. On fait calculer, hein? C'est 1440. 1440. 1440 divisé par 1200 égale à multiplier par combien? Par 100. Ça vous donne 120. Ça veut dire, ça vous donne 120. OK? 120 comme valeur. Ça, c'est déflation 2011. On va faire la déflation de 2012. Déflation 2012. On est là. Eh bien, déflation 2012, c'est PIB 2012. 2012, PIB nominal 2012, 1650. 1650. Sur PIB, nous l'ensemble, sur PIB réel 2012, qui va combien? 1100. Le tout à multiplier par 100. On va faire les calculs. 1650 divisé par 1100. On a ça? 1650. 1650 divisé par 1100 à multiplier par combien? Par 100. Ça vous donne 150. Déflation, ça va 150. Ça va? OK. Maintenant, on a fait déflation pour dernière année, hein, pour 2013. Déflation pour 2013. Là-bas, c'est PIB nominal 2013, il va combien? 1680. 1680. Sur PIB réel de 2013, qui va combien? 1200. Ça vous donne 1200. À multiplier par 100 égale. « 1680 divisé par 1200, ok, et multiplié par combien? Par 100. Égale 140. Égale 140. Mais ça nous, il est déflateur là. Déflateur là, veut dire qui ça? Par rapport à PIB réel là,
sous chaque $100 de PIB réel, il y a $40 d'augmentation qui gonflent sous forme d'apparence. Ah oui, sous forme d'apparence d'augmentation. Et là encore, pour l'année 2012, sous chaque $100 de PIB réel, donc $50 qui gonflent sous forme d'apparence. Et ici, pour 1444, etc., il va également 120 d'apparence par rapport à 100 de l'année 2010. C'est ça, nous, les déflateurs du PIB. Ouais, déflateur du PIB. Nous mettons PIB à déflateur du PIB en 2012, déflateur du PIB en 2011. Ça, c'est la formule pour déterminer déflateur. C'est-à-dire, pour déterminer déflateur, il faut qu'on ait d'abord le PIB nominal de l'année et le PIB réel de l'année. C'est diviser PIB nominal par rapport à PIB réel de l'année, multiplié par 100, la moins déflateur. Pour la question qu'a posée, nous finissons comprendre ça que les déflateurs, comme si on était dégonflé réalité avec ça passé réellement de la situation. On était dégonflé réalité par rapport à ça passé réellement. Maintenant, nous devons toujours considérer année comme année de base et qui c'est année 2010 là. Ok, si année 2010 là comme une année de base. Et à partir de l'année de base là, nous trouvons ça nous relève PIB réel là. Ok, nous trouvons PIB réel là et pour année 2012 là. Mais qu'on y a pour d'autres situations, eh bien nous allons déterminer pour nous le montant de qui ça l'indice ça nous relève eh bien le taux d'inflation implicite. Le taux d'inflation implicite, c'est le mot. Eh bien, quelle est la formule qui va permettre de déterminer le taux d'inflation implicite? Ça veut dire, quel est le taux d'inflation vraiment qui en dans mon temps ça? Ouais. Si tout là, nous va arriver là en 2012 là, nous allons essayer de comprendre ça. Taux d'inflation ça si tellement exagéré, apparemment il y a une production nationale de PIB nominal très élevée, pourtant en termes de quantité de production pas de gain vraiment et baisser le baisser. Alors c'est pour montrer le camouflage qui existait en dans sa nourriture PIB nominal là. Eh bien nous allons dire pour nous déterminer qui ça, eh bien clair, ça nourriture eh bien le taux de l'inflation implicite. Maintenant, calcul du taux de l'inflation implicite. Implicite, eh bien, qui en dans valeur ça nous trouve. Eh bien, nous allons faire ça avec, normalement, avec déflateur, nous allons faire. Eh bien, on va dire, taux d'inflation, c'est pas ça? Implicite, TII, taux d'inflation implicite, ok? TI, taux d'inflation implicite, la banque qui ça? C'est déflateur de T moins déflateur de T moins 1, voilà. Déflateur de T-1, ça va, le taux sur déflateur de T-1. Bon. Et puis, le taux à multiplier par 100. Ça nous est le déflateur de T et déflateur de T-1. C'est simple. Son croissance qu'on chercher. Son variation qu'on chercher. C'est comme si on a dit T, c'est année, ça rend quoi? Eh bien, T-1, c'est année que tu viens avant, c'est ça, oui. Ça veut dire c'est année précédente pour nous amener réellement le taux d'inflation. Taux réel d'inflation. Ah oui, pour nous le taux réel d'inflation. Eh bien, on va regarder pour nous. Dans notre exemple là, ça c'est la formule. Comment on peut appliquer la formule là? Nous partons là. Et nous regardons taux d'inflation implicite pour qui année? Eh bien, pour l'année 2010, nous ne pouvons pas venir. On allait venir. En 2010, nous ne pouvons pas venir. Parce qu'en 2010, on a comparé avec tête encore. Ouais, c'est avec tête qui a point important. Ça veut dire pas bien pour l'année 2010. On va regarder venir. Ça fait pas bien pour 2010. On va regarder
Telle inflation T, c'est combien de T? Ça me suit bien? Inflation T, combien de T? Eh bien, déflateur, il était bail là, l'MDFL, il était bail combien? C'était 100. Moins. Taux d'inflation intérieure là, est-ce que vous connaissez? Je ne connais pas. Parce que je ne connais pas 2009. C'est l'année de base. Mais si vous comprenez ça, je me dire. C'est l'année de base, je ne connais pas. Et comme si je mettais 0 pour lui. Maintenant, si je ne connais pas 0 pour lui, tout en bas, c'est 0. Eh bien, quand on a un cas sous 0, on va indéterminé. Indéterminé, ça veut dire pas qu'à faire, eh bien, il y a un taux d'implicite d'inflation pour l'année de base là. C'est impossible. Ça, c'est notre théorème. Vous nous comme nota bene, on ne peut pas calculer le taux d'inflation d'implicite pour l'année de base là. Parce que pas qu'on est année antérieure là, comment on dit. On y en a avancé. Taux d'inflation implicite pour l'année 2011. C'est la BAM, ouais. La BAM, c'est déflateur 2011 là. Eh bien, déflateur 2011, comme il dit, 120. Moins. Qui déflateur qui est venu avant 2011? C'est déflateur 2010, ça, comme il dit. C'était 100 sur déflateur 2010, ça va combien? 100, le tout à multiplier par 100. Gardons bagay, vous voyez. Ça nous est marqué. Marchez bien? Eh bien, on nous est marqué, vous voyez. 120 moins 100, ça vous donne 20. 20 sur 100, ça vous donne 0,2. 0,2 par 100, ça vous donne combien? 20%. Ça veut dire qui ça? Inflation sortie de 2010 pour 2011, inflation 20%. Comment on peut vérifier? Vérification. Vérification. Nous allons aller dans l'indice de prix. C'est un indice de prix à la consommation pour me déterminer le taux de l'inflation. Eh bien, taux de l'inflation par indice de prix. Indice de prix, c'est qui ça lié? Taux de l'information par indice de prix, qui c'est IP, eh bien, ça me dit. C'est prix T moins prix T0, prix T là avant. Sous qui ça? Sous prix T0, le tout à multiplier par 100. Eh bien, nous allons regarder pour nous. Eh bien, ça m'a dit taux d'inflation par indice de prix égal. Ça, c'est économie, c'est base. Hein? Eh bien, taux d'inflation par indice de prix. On a les prix pour année 2011. C'est combien de... Eh bien, prix pour année 2011. Vous voyez combien de là? Dans l'ensemble, $12. OK? Donc, il y a un problème, non? Il y a $120, hein? Ouais, $120. Prix pour l'année 2011. Combien de $120. Il y a combien de avant? C'était $100. Ça va? Jusqu'à maintenant, il y a un problème là. Et bien, quand il y a dit, pour l'année 2011, $120, je mets 120. Pour l'année 2010, ça vient avant là, on dit prix T indice 0. Eh bien, c'est combien lié? C'est 100. Le tout sur combien? Sur 100 à multiplier par 100. Fait calcul là pour nous. Sur vous nous. 120 moins 100, ça vous donne 20. C'est pas ça? 120 moins 100, ça vous donne 20. 20 divisé par 100, ça vous donne 0,2. Et 0,2 à multiplier par 100, ça vous donne encore 20%. Même. Mais ni yo égal. Voilà. Ça veut dire que moi utiliser taux d'inflation implicite, me servir avec déflateur, je suis capable de jouer le taux de l'inflation. Ou là, que moi utiliser la question d'indice de prix, le taux d'inflation, par exemple, avec l'indice de prix, elle dit comment prioriser, c'est le même bagaille, c'est prix de l'année en cours, moins prix de l'année antérieure, divisé par prix de l'année antérieure, entre parenthèses, multiplié par 100. Ouais?
ça vous donne exactement le même bail. Nous continuons, parce que nous faisons une analyse de la situation qui va permettre que nous-mêmes nous voyons plus clair et parfois avec tout nez. OK? Maintenant, nous sommes capables de suivre là, nous allons continuer. OK? Notez, nous avons déjà stoppé la vidéo déjà pour nous prendre notre sérieux. Et puis, restez qu'on est là pour nous. Nous finissons avec la question nous bail données sur l'indice de prix. OK? Eh bien, on nous fait un c'est qui ça les taux d'inflation implicite pour année qui année? Année 2012. Taux, l'ensemble, taux d'inflation implicite pour année 2012 cette fois-ci. La égale avec qui ça? C'est déflateur 2012 là. Déflateur 2012 à combien de s'il vous plaît? Il était 150. Voilà. 150. Moins déflateur de l'année antérieure de 2012. C'est qui ça dit? De 2011, combien de il était 120. Et 120 divisé par combien? Par 120. Le tout à multiplier par 100. OK, 150 ans moins combien? 150 moins 100, ça va être 30. 30 sous 120. Ça vous donne combien? 30 divisé par 120 égale 0,25 à multiplier par combien? Par 100. Ça vous donne 25%. Ça vous donne 25%. A dit taux de l'inflation était de 25%. Est-ce que c'est vrai? Est-ce vrai? Nous posons question. Est-ce vrai? Ouais, c'est la question. Est-ce vrai? Nous allons regarder pour nous. Nous allons faire comparer de prix avec qui ça? Eh bien, avec taux d'inflation, avec indice de prix. Eh bien, taux d'inflation, suivant la même formule ça, avec indice de prix. Taux d'inflation avec indice de prix égal. Nous allons comparer année 2012 avec 2011. En 2012, combien de unité avait vendre en 2012? Unité à vendre $150. Je mets 150. Et combien de vendre en 2011? Unité à vendre $120. Eh bien, sur 120, entre parenthèses, ça multiplie à combien? 100. Ça nous est, et même barré là, 25%. Est-ce que ça va nous une information concernant le déflateur là? Eh bien, déflateur là, tout égal avec le prix courant de l'année en cours. Le prix courant de l'année en cours. C'est ça, déflateur là. Et même ils disent des prix à lier. Le prix courant de l'année en cours. Regardez bien pour nous. Taux déflateur nous fait taux d'inflation avec indice des prix. Pas vrai? Mais qui prix 2012? 150. Qui prix avant 2012? 120. Sur 120 à multiplier par 100. Mais même bagarre là, clair. Ah ben, ça nous vient de marquer là. Sous remarquez déflateur pour chaque année. C'est prix produit, oui. Selon la monnaie courante, oui, de chaque année. Suivez bien pour nous. Déflateur pour année 2010, égal à combien? À $100. Eh bien, prix courant en valeur nominale, la combien de $100. Déflateur pour année 2011, là, c'est combien lié? $120. Eh bien, prix courant pour nous calculer le PIB nominal là, de 2011, combien le bail? $120. Déflateur de l'année 2012, combien lié? 150. Qui prix courant produit à payer dans le marché? Combien le paye? $150. Ça va? Eh bien, déflateur pour l'année 2013, c'est combien lié? Nous l'avons ensemble. Ouais? Déflateur pour l'année 2011. Nous l'avons combien lié? Eh bien, 140. Regardez-vous, 140 comme prix.
En d'autres termes, des flatteurs là, li bail exactement de l'année en cours, li équivalent au prix du bien de l'année courante pour déterminer le PIB nominal. Voilà. Et c'est ça, nous besoin bien noter et nous besoin bien comprendre. Il a ma facile pour me déterminer le taux de l'inflation et puis me capable de déterminer le taux de l'inflation implicite par rapport avec prix, puisque déflateur tout égal avec monnaie courante pour période là, m'a tout servi à indice des prix à la consommation, et bien différence des indices des prix à la consommation divisé par indice des prix intérieur multiplié par 100, là exactement le taux de l'inflation. Et ça, il est réel. Il est réel. Maintenant, si nous faisons une comparaison de période en période, est-ce qu'il y a une croissance? Oui, il y a une croissance. Si nous avons pris son coût, nous avons dit dans le coup là, eh bien, nous avons commencé à combien? À 10, supposons 10 ça là. Eh bien, 10 ça là, nous commençons à 10. Nous montons, nous faisons 12. Nous faisons petit descendre, nous tombons dans 11. Et puis après ça, nous remontons dans 12 encore. Mais schéma. Voilà. Là, nous avons 10. Là, nous avons 12. Là, nous avons 11. Et là, nous avons 12 encore. Eh bien, sur bien vous nous, par rapport à l'année de base, quelle de 2012? Croissance. Quelle de 2011? Croissance. Même cas, font comparaison. Ma font croissance en 2011 par rapport à l'année de base. Mais si ma font comparaison par rapport à l'année 2012, au lieu de croissance, c'est décroissance. Et puis, entre l'année 2011 et 2012, eh bien, au lieu là, on a parlé de croissance qui se dit dans l'année 11-2012. Mais quel 2011? Quel 2013? Nous là ensemble? Quel 2013? Quel 2012? Quel 2011? Il signifie croissance parce qu'ils sont tout en dessus de 2010. Et là, c'est l'analyse qu'a faite pour être capable de tenir compte de plusieurs aspects par rapport au niveau de au niveau de macroéconomie. Voilà autant d'éléments que nous avons besoin de porter attention ensemble avec valeur. Ok. Maintenant, nous arrivons là dans une situation pour nous répondre avec des dernières questions. Ça nous relève revenu per capita. Mais un revenu per capita, là, égal avec qui ça? Bien, revenu per capita, revenu per capita. C'est comme si on a dit, dans la production nationale, là, en moyenne, combien chaque Haïtien gagne? Eh bien, là, égal avec qui ça? C'est PIB réel. Vous connaissez ça? Le taux sur qui ça? Sur la population active. Sur la population active. Et qui ça nous les population active là? Eh bien, population active là, c'est tout le monde qui contribue pour la réalisation de qui ça? Eh bien, de produits intérieurs bruts là, pour production nationale. Mais pas oublier, l'emballage de population active là, pour pas que bon monde qui a mangé qui plus. A dit population qui a consommé bien yo plus que population qui produit bien yo. OK, vous comprenez ça me dit là. Population active là, ça veut dire c'est tout le monde qui a travail, il a fait un dans l'économie qui contribue avec PIB. Et c'est ça nous relève une population active. Mais à côté de la population active là, une population oisive, c'est-à-dire des personnes qui pas fait rien dans l'économie, mais donc attendent les richesses fin produit et puis eux même y a consommé. Et c'est une de faiblesse qui gagne leur revenu per capita, ou dit en moyenne mais combien chaque monde qui te contribue dans l'économie a bien en termes de richesse et en termes de biens, en termes de valeur. Alors c'est ça, nous fait calcul là, eh bien, c'est PIB réel là. Pour quelle raison PIB réel là nous parce que c'est PIB réel là qui vraiment croissance là. C'est PIB réel là qui vient en croissance là. Et laissez nous faire comparaison. Plus revenu per capita li élevé dans l'année, eh bien, année ça paraît économie li intéressant par rapport avec l'autre année. Ou bien, deuxième, conditions de vie, yo amélioré ou bien, yo te plus bon passer année dont revenu per de capital, lui-même inférieur. Ça veut dire que,
Non exercice donné, si au moment de nos revenus per capita, nous besoin de PIB de réalité, à PIB réel là, sur la population active dans le moment, hein, et ça, on revenu per capita est égal à qui ça? C'est PIB réel, nous mettons réel, sur qui ça? Sur la population active. Population active. Voilà, sur la population active. Voilà. Maintenant, à ces deux situations, ça, nous répondons avec un ensemble d'éléments que nous avons besoin de maîtriser parfaitement. Nous avons besoin de connaître ça que les PIB nominal, PIB réel, cause naissance, nature, force, et à partir de PIB réel et PIB nominal, nous allons identifier ça, nous les conditions de vie, il y a les revenus per capita. Plus un revenu per capita élevé, eh bien, c'est plus il montre conditions de vie améliorées. Il dit population active là, il résume l'ensemble des personnes qui ont contribué d'une façon ou d'une autre à la création de richesses et de biens et services pendant l'année. Maintenant, il y a une population oisive de l'autre côté. Cette population oisive va bénéficier de la population active. Ça veut dire, ou planter, c'est pas qu'on manger tout ça planté, même moun qui va aider à manger la dedans tout. Autant d'éléments, autant de situations, voilà. Maintenant, nous avons élaboré des situations qui sont assez intéressantes dans ce cours. C'est un cours extrêmement important. Et bien, en termes de récapitulation, on a parlé de demande globale et offre globale. Les différents agrégats nécessaires dans l'économie haïtienne pour nous permettre d'établir offre globale et demande globale. Nous avons promis à ce groupe un document qu'on appelle les comptes nationaux, qui sont des comptes nationaux liés à l'économie haïtienne. Maintenant, à partir de ces comptes nationaux, eh bien, on va élucider certaines informations concernant les agrégats, offre globale, demande globale. À cet exemple-là, je vais vous donner un exemple de devoir à ce sujet sur offre globale et demande globale. De l'autre côté, il y a un autre aspect qui va nous permettre de faire quoi? Eh bien, d'identifier un ensemble d'éléments. Et à partir d'éléments, eh bien, on va faire la différence entre PIB réel et PIB nominal. Et à partir du PIB réel et PIB nominal, vous allez établir ce qu'on entend par les déflateurs. Et à partir des différents déflateurs, on va déterminer des taux implicites. Et une fois calculé les taux implicites, il faut déterminer y existant également taux de croissance, les taux de croissance réels et taux de croissance apparent. Maintenant, il faut calculer le taux d'inflation implicite. On a deux méthodes de calcul. Soit on utilise par exemple le taux d'implicite, le taux d'inflation implicite, ou bien on peut calculer le taux d'inflation par l'intermédiaire de l'indice des prix. Autant de façons. Maintenant, vous aurez comme devoir, après ce cours, eh bien, 2 exercices d'application pour pouvoir identifier l'ensemble des éléments et faire des calculs et même faire des analyses ou des situations au point de vue, eh bien, de comptabilité nationale. Maintenant, on s'arrête là pour aujourd'hui avec ce cours. Maintenant, vous allez peut-être utiliser les renseignements nécessaires concernant le devoir. Vous aurez 2 problèmes, 2 exercices à résoudre sur ce que nous avons vu aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine.